Voilà, l'enregistrement est lancé, parfait. Donc, le risk-on, risk-off, c'est un concept financier qui va décrire grossièrement le comportement des investisseurs en fonction de leur perception des risques, en fonction de leur optimisme et de leur pessimisme. Quand les investisseurs sont en mode risk-on, ils vont avoir un appétit pour le risque qui est plus élevé. Ils sont potentiellement plus prêts à investir dans des actifs qui sont plus risqués, comme par exemple les actions, les matières premières, les devises qui sont très corrélées aux matières premières. On va y revenir après de toute façon. Quand les investisseurs sont en mode risk-off, ils sont plus prudents et ils préfèrent investir dans des actifs qui sont moins risqués. Le but majeur, c'est de protéger leur capital, plus que d'essayer de faire des profits. Leur but, c'est de protéger le capital avant tout. Donc, ils vont être plus prudents, préférer investir dans des actifs qui sont moins risqués. Ça peut être des obligations d'État, des métaux précieux, des valeurs refuges. Pareil, tout ça, on va y revenir ensuite. Donc, qu'est-ce qui influence le risk-on et le risk-off? Je pense que c'est important de le comprendre si on veut déjà avoir des notions. C'est influencé par un certain nombre de facteurs. Dans un premier temps, la situation économique mondiale. Les investisseurs seront plus susceptibles d'être en mode risk on, donc d'avoir de l'optimisme, de l'appétit pour le risque, quand l'économie mondiale est forte et que les perspectives de croissance sont bonnes. Ils sont plus susceptibles d'être en mode risk-off. À l'inverse, quand l'économie va mal, quand il y a des craintes de récession, quand il y a des incertitudes importantes au niveau économique, tout ça, ça va refroidir les investisseurs qui seront de plus en plus pessimistes et qui vont de plus en plus chercher à protéger leur capital. Ça paraît logique, mais c'est important de le comprendre. Donc, la situation économique va influencer le facteur risk-off, risk-on. La politique monétaire aussi. La politique monétaire va influencer le risk-off et le risk-on parce que les taux d'intérêt bas, par exemple, et les politiques monétaires d'assouplissement quantitatif, donc quand il va y avoir beaucoup de stimulation de l'économie par des taux d'intérêt qui sont faibles, des crédits qui sont faciles à obtenir, énormément de liquidité dans l'économie, ça va encourager les investisseurs à prendre plus de risques. Plus les marchés sont liquides, plus les investisseurs sont à même de prendre des risques. À l'inverse, des taux d'intérêt qui sont élevés, et le resserrement quantitatif, donc l'inverse de ce que j'ai dit avant, une économie qui est beaucoup plus restreinte, une économie comparable à celle où on est maintenant, ça va plutôt décourager les investisseurs de prendre des risques. Et petit aparté dans la présentation, c'est ce qui s'est passé récemment avec l'USD notamment. L'USD a pris de la force pendant 11 ou 12 semaines de suite, ce qui est quasiment historique. Si vous regardez, ça arrive très peu. C'est très rare que l'USD soit si fort si longtemps. Et ça arrivait simplement pour la simple et bonne raison que l'USD a offert à la fois de la sécurité, quand beaucoup de devises offraient beaucoup moins d'optimisme, comme le GBP qui a très largement déçu avec des perspectives économiques qui étaient revues à la baisse, la zone euro aussi qui a déçu avec les perspectives économiques allemandes qui ont déçu. L'Allemagne est dans une situation très compliquée actuellement. Et donc, l'USD, pendant quelques semaines, a offert aux investisseurs un mix parfait entre un taux d'intérêt élevé, ce qui leur garantit un rendement élevé, puisque plus le taux d'intérêt est élevé, plus vous allez retirer un rendement important de vos investissements. Le taux d'intérêt de la Banque centrale, c'est le taux auquel sont rémunérés les investisseurs. Donc, plus il est élevé, plus c'est attirant. Donc, l'USD offrait à la fois des taux d'intérêt élevés, une économie en bonne santé, parce que les résultats économiques sont bons. Le marché de l'emploi était encore très bon à ce moment-là. Là, il est un peu moins bon. Il va falloir surveiller les news cette semaine d'ailleurs, puisque le marché de l'emploi commence à retracer. Donc, un marché de l'emploi qui était en forme, une politique monétaire hawkish, donc en faveur de plus de hausses de taux, ce qui va renforcer l'USD, puisque, comme je viens d'expliquer, les taux d'intérêt directeurs, c'est la rémunération des actionnaires, c'est la rémunération des investisseurs plutôt. Et forcément, ça va attirer, ça va pousser la demande entrante de l'USD, et qui dit demande entrante qui est boostée, dit USD qui prend en valeur. Et dans le même temps, l'USD offrait en plus de la sécurité. Donc il offrait rendement et sécurité, plus perspective économique. Ce qui fait que ça a attiré les investisseurs euh, vers l'USD. Il y a aussi dans le risk on et dans le risk off, il y a aussi le géopolitique à prendre en compte. Les conflits militaires et les tensions géopolitiques vont inciter
les investisseurs à passer en mode risk-off. Et c'est encore une fois logique. Forcément, quand vous avez des grosses crises au niveau mondial, ça va refroidir les investisseurs qui vont avoir beaucoup plus de mal à prendre des risques. Par exemple, ce qui se passe actuellement, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de risk-on et de risk-off aujourd'hui. Ce qui se passe actuellement en Israël, et le conflit est en train de s'étendre d'ailleurs, parce que là, actuellement, il y a le Yémen qui a déclaré la guerre à Israël. Donc, ce qui se passe actuellement, ça augmente l'incertitude sur les marchés, ça augmente les tensions. Plus il y a de tensions, plus il y a d'incertitudes. Et en même temps, on a l'économie qui commence à dérailler au niveau européen, au niveau des États-Unis, du Royaume-Uni, pardon. Les États-Unis, c'est encore ça. Tout ça, ça rajoute énormément d'incertitudes et ça rajoute énormément de tensions. Plus il y a de tensions, plus les marchés vont passer en mode risk-off. On va voir l'impact que ça a ensuite de passer en mode risk-off ou risk-on. Mais le concept de risk-off, risk-on, ça va avoir un impact important sur les marchés. Quand les investisseurs sont en mode risk-on, les actifs risqués, donc comme je l'ai dit avant, comme les actions, euh, les devises à risque. Les devises à risque, c'est les devises qui sont basées sur les matières premières, pardon. Par exemple, l'AUD, le NZD, tout ça, ça a tendance à prendre en valeur. Les investisseurs sont optimistes. Ils misent sur une extension du développement. Ils misent sur la croissance, sur la paix, sur la pérennité. Tout ça, c'est bon pour prendre des risques. On mise sur le développement. Par contre, quand les investisseurs sont en mode risque off, les prix des actifs risqués ont du coup tendance à baisser. On va corriger tous les mouvements qui ont eu lieu pendant ces grosses prises d'optimisme. J'espère que c'est assez clair. Donc, quand les investisseurs sont en mode risk-off, les prix des actifs risqués ont tendance à baisser. Les investisseurs sont pessimistes et ils cherchent plus simplement à faire des profits, mais plutôt à protéger ce qu'ils possèdent déjà, en attendant les prochaines phases où ce sera intéressant de faire des profits. Leur objectif en phase de risk-off, c'est de faire le dos rond en attendant la prochaine période qui sera assez propice. C'est tout, ça va pas plus loin. Et actuellement, on est dans une période de risk-off. Une période de risk-off qui profite au gold. On a vu que le gold s'est envolé. Par exemple, le franc suisse, qui est aussi une valeur refuge. Mais tout ça, on va y revenir juste après de toute façon. Alors, en tant que trader, vous pouvez utiliser le concept de risk-on, risk-off pour adapter votre biais fondamental en fonction de votre perception du risque. Par exemple, si vous pensez que l'économie mondiale est forte, que les perspectives de croissance sont bonnes, qu'il y a beaucoup de pérennité, de stabilité, vous pouvez avoir un billet qui est positif sur des devises ensuite comme l'AUD, le NZD, parce que c'est des devises qui vont être nourries par le développement économique. L'AUD et le NZD sont très liés à la Chine. La Chine performe bien quand il y a de la pérennité, quand la mondialisation peut fonctionner. En temps de risque off, en temps de conflit, en temps de guerre, en temps de crise, forcément la mondialisation va beaucoup moins bien fonctionner. On le voit déjà actuellement, les résultats chinois sont décevants. Pourquoi est-ce que les résultats chinois sont décevants? Parce que le premier client des Chinois, c'est les États-Unis. Les États-Unis vont bien, pas de souci. Par contre, le deuxième client des Chinois, c'est l'Europe. L'Europe va mal. Forcément, ça déteint sur les Chinois. Donc l'économie chinoise va même bien, va moins bien, ce qui déteint sur l'AUD, le NZD qui ont des biais derrière plus faibles. Si vous pensez donc que l'économie est faible, qu'il y a des incertitudes qui sont importantes, des doutes, des craintes, qu'il y a des risques, vous pouvez réduire votre exposition aux actifs risqués et dans ce cas-là, privilégier des achats de valeurs refuge. En contexte de risk-off, risk-on, ce qui est intéressant, ça va être en risk-off, par exemple, d'acheter une valeur qui est jugée risk-off, comme du CHF par exemple, et de vendre une valeur plus risquée, par exemple comme de l'AUD. C'est pour ça que récemment j'ai vendu AUD CHF, NZD CHF, parce que c'est une valeur risquée contre une valeur plus sécuritaire, une valeur refuge comme on l'appelle. Donc je vais vous donner quelques exemples d'actifs qui sont risqués et des moins risqués. Les actifs risqués de risk-on, comme j'expliquais avant, ça va être les actions, les indices. C'est pour ça qu'actuellement les actions et les indices performent assez mal. En temps de guerre, c'est pas propice. Les matières premières aussi marchent mieux en risk-on parce que forcément, plus l'économie tourne bien, plus on a des bonnes perspectives économiques, plus forcément les investisseurs vont placer leur argent en matières premières parce qu'ils s'attendent à ce que les matières premières soient très demandées et plus les matières premières sont demandées, plus leur prix va augmenter. Vous avez aussi les devises émergentes qui sont liées aux matières premières, comme j'expliquais, comme l'AUD, le NZD, le CAD aussi est très dépendant du pétrole. Et derrière, en risk-off, vous allez avoir les actifs moins risqués qui vont prendre en valeur. Donc, vous avez les fameuses obligations d'État. Pour le forex qui nous concerne plus, vous allez avoir les valeurs refuges
avec les métaux précieux comme l'or, l'argent. On l'a vu, l'or a explosé récemment depuis que le conflit Israël-Hamas est en train de prendre en envergure. Vous allez avoir les devises refuges comme le CHF, l'USD aussi. Le CHF, c'est une valeur refuge par excellence. Il y a le yen aussi qui est une valeur refuge habituellement, mais là, petit aparté, ce qu'il faut comprendre sur le yen, c'est que le fondamental est un peu différent. Habituellement, le yen joue vachement le rôle de valeur refuge parce que les Japonais sont en dehors de tout conflit, en dehors de toute guerre. La croissance est bonne. Euh, le gros souci, c'est que le yen souffre actuellement de sa perte de vitesse de, au niveau économique. Il souffre aussi de la perte de vitesse de sa devise, ce qui fait que le yen est beaucoup moins attirant et il souffre aussi surtout des taux d'intérêt qui sont négatifs. Comme je l'expliquais avant, les taux d'intérêt vont rémunérer les investisseurs, les taux d'intérêt directeurs. Forcément, si les taux d'intérêt directeurs sont négatifs, quel est l'intérêt pour un investisseur de placer son argent dans une devise comme celle-ci? Il n'y en a pas. Donc forcément, le yen est de moins en moins demandé dans un contexte où on a des taux d'intérêt qui sont très élevés à l'international, les US plus de 5%, la RBNZ, la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande, plus de 5%, la BOE, la Banque centrale d'Angleterre, plus de 5%, en Europe on est à plus de 4%, en Australie on est à plus de 4%. Donc forcément, quand vous avez le yen qui est à moins 0,1, c'est pas attirant. Et ce qui fait que même en temps de risk-off, les investisseurs vont préférer une autre valeur refuge qui est tout autant refuge, mais qui va mieux rémunérer, qui est le CHF. Le CHF rémunère quand même beaucoup mieux que le yen, c'est pas non plus la folie, c'est 1,75%, mais c'est quand même beaucoup mieux que le yen qui est à moins 0,1. Et c'est pour ça que je compte pas le JPY et le yen dans les valeurs refuges actuellement dans ma présentation, parce que là, maintenant, tout de suite, il joue pas son rôle de valeur refuge, parce que le yen souffre de la dévaluation de sa devise à cause des taux d'intérêt qui sont faibles. Quand vous regardez les paires en yens, il y a des grosses tendances haussières depuis des mois et des mois. Ça correspond au début du différentiel de taux. À partir du moment où les banques centrales ont commencé à monter les taux d'intérêt, le yen s'est fait dévorer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y avait une devise contre le yen qui augmentait en demande, augmentait en demande, augmentait en demande, augmentait en demande, parce que les taux augmentaient au fur et à mesure, comme un espèce d'escalier. Mais dans le même temps, le yen, le JPY, lui, il bougeait pas. Il restait stable, les taux ne bougeaient pas, et donc forcément, la différence de taux d'intérêt a créé une différence de demande, et cette différence de demande a fait que le yen s'est dévalué au fur et à mesure du temps. Donc actuellement, la valeur refuge par excellence, pour moi, ça reste le CHF, au niveau du Forex en tout cas, parce qu'il y a une inflation qui est stable, une économie qui est stable. La Suisse, elle est neutre géopolitiquement, elle est impliquée dans aucune guerre, aucun conflit. Un système bancaire qui est fiable, malgré le petite secousse qu'il y a eu avec le Crédit Suisse, c'est réglé. Euh, la Banque centrale aussi est hawkish, donc elle est en faveur de plus de resserrement si besoin. Donc les taux pourraient même monter sur le CHF, ce qui fait globalement que le CHF est une devise euh, très nettement, euh, très nettement demandée en période de risk-off comme celle actuellement. Ce qui est important de noter, c'est que ces notions de risk-on, de risk-off, c'est pas à utiliser comme une science exacte. Il n'y a pas de moyen de prédire avec certitude quand le marché va passer en mode risk-on ou en mode risk-off. Par contre, quand quand vous allez mieux comprendre le biais fondamental, quand vous allez mieux comprendre le sentiment des investisseurs, l'optimisme, le pessimiste, ça va vous aider à avoir une indication sur les probabilités d'avoir une devise qui est plus ou moins demandée, un actif qui est plus ou moins demandé. Vous ne pourrez pas identifier le moment précis où les marchés passent en risk-on ou en risk-off. Par contre, au fur et à mesure des datas qui vont s'accumuler, ou alors s'il y a un gros événement, évidemment, comme une déclaration de guerre, là, ouais, c'est différent. Là, c'est net. Mais souvent, ça va se faire petit à petit. Les datas vont être de plus en plus mauvaises et les investisseurs vont être de plus en plus réticents parce que les datas s'empilent et de plus en plus, on passe en risk-off. Donc, il faut aussi comprendre ça quand on parle de risk-on et de risk-off. C'est cette histoire de timing. Quand ça va être un conflit géopolitique, forcément, ça sera beaucoup plus soudain. Il y aura beaucoup plus de certitude quant au risk-off que quand ça va être petit à petit des craintes de récession, des craintes de faillite bancaire. Parce que les craintes vont monter petit à petit, alors que les craintes liées à un conflit géopolitique arrivent directement, comme un coup près. Là, c'est plus facile à identifier. C'est la période dans laquelle on est actuellement. Encore une fois, il faut pas que vous pensiez que parce que vous devenez plus compétent en fondamental, vous pouvez penser que ça va vous aider à mieux prédire les choses. On n'est pas là pour prédire quoi que ce soit. Oubliez ce mot, oubliez les prédictions, les anticipations, oubliez ça. En comprenant les concepts de risk-on, risk-off, en suivant les facteurs qui vont influencer ces concepts-là, vous pouvez ensuite mieux adapter votre stratégie de trading ou d'investissement
en fonction de votre perception du risque et en fonction de votre perception de la perception du risque des investisseurs. C'est ça qui est intéressant. N'oubliez pas que nous, on n'est que des petits poissons dans un océan énorme. On n'est que des petits poissons. Et les gros mouvements, c'est pas nous qui les causons. On peut s'y mettre tous ensemble, tous autant qu'on est pendant le webinaire. Ça changera rien, en fait. On va pas bouger d'un pet le marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre meilleure approche qu'on puisse avoir, c'est de comprendre le sentiment des investisseurs. Est-ce que les investisseurs sont confiants pour tel et tel actif? Est-ce que les investisseurs pensent que la demande va augmenter sur tel actif? C'est tout le travail qu'on fait quand on fait une analyse fondamentale. Je le fais tous les jours dans la formation. J'envoie mes analyses fondamentales tous les jours. J'envoie mon analyse fondamentale devise par devise au début de semaine. Quand je fais une analyse fondamentale, c'est une question qu'on me pose beaucoup d'ailleurs, je prends en compte énormément de choses. L'analyse fondamentale, elle reste simple, mais elle est développée pour autant. C'est simple parce que c'est un process qui est suivi au quotidien. Donc forcément, c'est pas quelque chose qu'on fait d'un coup et on est perdu au milieu de nulle part. On a plein de choses à étudier en même temps. Comme on a un billet de base et qu'ensuite on va l'agrémenter par rapport aux dernières news, au fur et à mesure, en fait, on perd jamais le fil. Donc c'est pas compliqué une fois que la machine est lancée. Par contre, le temps de lancer la machine, c'est plus complexe. Mais l'analyse fondamentale, quand je la fais, euh, ça part toujours des mêmes principes. Premièrement, je vais analyser la politique monétaire. Je vais analyser le ton de la Banque centrale lors des dernières conférences de presse. Je vais analyser les objectifs de la Banque centrale. Je vais analyser la détermination et la confiance de la Banque centrale. Quand j'ai une Banque centrale qui commence à me parler de risques, de dangers, euh, de crainte, pardon, tout ça, c'est des signaux, moi, qui me font penser que la devise pourrait être moins demandée parce que des investisseurs sont pas là pour placer leur argent dans des devises où on leur parle de crainte, de risque, de doute. Ils sont là pour placer leur argent dans des bonnes perspectives, dans de l'optimisme. Donc, si même la Banque centrale elle-même ne stimule pas l'optimisme, forcément, déjà, ça va me freiner. Ensuite, en plus de l'optimisme de la Banque centrale, j'ai besoin de bonnes data économiques. Donc, je vais analyser toutes les data économiques qui sortent, les PMI, les PMI, c'est très important, les ISM, les GDP, ça, c'est très important. Je vais analyser aussi la santé du marché de l'emploi, donc les ouvertures d'emploi, le taux de chômage, euh, l'évolution des salaires. Et je vais aussi relier tout ça, encore une fois, au contexte du marché. Est-ce que les marchés sont plutôt en mode risk-on ou risk-off? Et on va prendre un exemple après pour mieux comprendre tout ça, parce que récemment, j'ai eu sur la UD des bonnes news, mais ça n'allait pas dans le sens du contexte et dans le sens du risk-on, risk-off. Et c'est pour ça derrière que j'ai pas tradé la UD pour la simple et bonne raison que ça n'allait pas dans le sens des conditions de marché que j'avais identifiées. Votre biais fondamental doit s'aligner avec les conditions de marché, votre analyse des conditions de marché, il doit s'aligner ensuite avec la structure des marchés, qui doit ensuite être aligné avec la confirmation technique. Tout doit aller dans le même sens. À chaque fois que j'ai un contresens quelque part, je ne traite pas. C'est aussi simple que ça. Donc tout ça, ça va vous aider à mieux comprendre l'impact des fondamentaux, à classifier leur importance. Je vais, euh, je vais passer à l'exemple dont je vous ai parlé avant. Euh, Exemple récent. Donc ça va être un peu plus complexe, mais vous verrez, c'est rien de méchant. Donc récemment, l'AUD, le dollar australien, a eu des news qui sont plutôt favorables. Les ventes en détail sont sorties très fortes. Ça, c'est un très bon indicateur économique. C'était en début de semaine, donc mon exemple est récent. J'ai pris un exemple récent. Les ventes au détail sont sorties très fortes. Elles sont sorties à 0,9% contre 0,3% attendu. C'est la meilleure data depuis février 2023. Donc, c'est une des meilleures datas de l'année. Je crois que c'est la troisième meilleure data de l'année. Toutes les autres étaient mauvaises. Donc, c'est une très, très bonne data pour clôturer l'année. Dans le même temps, il y a quelques jours, la Banque centrale australienne a tenu un discours qui était beaucoup plus hawkish que d'habitude en faveur de nouvelles hausses de taux, en faveur d'un nouveau resserrement de la politique monétaire, ce qui est attirant pour les investisseurs. La BD a encore un taux faible, aux alentours de 4%, ce qui fait qu'il y a encore des perspectives pour monter les taux. Le fait que la Banque centrale australienne ait un ton beaucoup plus confiant, beaucoup plus hawkish, beaucoup plus en faveur de nouvelles hausses de taux que d'habitude, euh, c'est quelque chose d'inhabituel parce que la RBA, la Banque centrale australienne, c'est une banque centrale qui est connue pour être assez dovish, donc l'inverse de hawkish, peu confiante, peu en faveur de hausse de taux, plutôt en retrait, plutôt dans, euh, dans le passif et dans l'attente plutôt que dans l'action. Voir la RBA prendre les devants comme ça, en expliquant que l'inflation est beaucoup trop haute à leur goût, qu'ils n'hésiteraient pas à passer à nouveau à l'action pour augmenter les taux si besoin, etc. C'est assez surprenant parce que, comme j'ai dit, la RBA est d'habitude plutôt dovish. En temps normal, tout ça, tout ce cocktail de retail sale positif, de meilleures d'attaque prévues au niveau de la banque centrale, de ton
beaucoup plus hawkish que prévu, ça aurait été très positif pour la l'AUD. Mais ces news ont eu très peu d'impact sur la l'AUD, en réalité, qui est resté très très neutre cette semaine. Il y a eu une première impulsion, mais je l'ai expliqué au membre de la formation, pour moi, ça avait aucun sens et ça avait quasiment aucune chance de continuer. Il y a eu une première impulsion suite au retail sale qui était très bonne, mais j'ai rapidement identifié que les structures de marché étaient toujours baissières sur les AUD, AUD XXX, donc AUD CHF, AUD USD, etc. Et au-delà de ça, on avait surtout un sentiment du marché risk-off. Et comme j'ai expliqué avant, l'AUD, c'est une devise qui performe très bien dans le risque on, très mal dans le risque off. Donc, quand vous savez ça, vous savez que même si les news sont bonnes, il y a quand même peu de chances pour que l'AUD soit demandée. Pourquoi est-ce qu'il y a peu de chances que l'AUD que l'AUD soit demandée? Parce que l'AUD performe bien en risque on, quand les perspectives économiques sont bonnes. L'AUD marche bien quand il y a du développement économique, quand la Chine va bien. La Chine ne va pas bien actuellement. Euh, c'est une devise qui est jugée à risque. Mais à risque, pas dans le sens dangereuse, dans le sens, elle performe bien quand les investisseurs ont un appétit élevé pour le risque. Et là, c'est pas le cas actuellement. Donc, en ce moment, comme j'ai expliqué, on est en plein risk-off. Donc, on avait des marchés avant ça. On va reprendre les événements dans l'ordre. Avant ces événements risk-off, l'éclatement du conflit, on avait des marchés qui étaient plutôt optimistes récemment. Il y avait des craintes de récession aux États-Unis qui étaient en train de se faire balayer les unes après les autres par des datas qui étaient très très positives. Et l'USD a enchaîné des grosses semaines haussières parce que les datas étaient très très positives. On avait même une énorme correction du gold qui a tapé pas loin des 1800 $. Donc c'est pour dire à quel point les marchés étaient optimistes et à quel point le risque n'était pas de mise. Voir le gold autant chuter, l'USD autant prendre en valeur, c'était plutôt dans le sens du risque on, pas du tout du risque off. Mais avec les tensions géopolitiques, avec l'éclatement du conflit en Israël, avec, euh, avec l'escalade de la guerre au fur et à mesure, ça a rabattu toutes les cartes parce que les marchés sont en suspens actuellement. Il y a énormément de craintes d'escalade d'un conflit et surtout, il y a énormément de craintes que le conflit ne soit plus seulement un conflit qui concerne Israël et le Hamas, mais plutôt Israël et toute la région. En fait, c'est ça le gros point d'interrogation. Est-ce que le conflit va escalader dans la région ou est-ce que ça va rester local? C'est ça le gros point qui contrarie les marchés actuellement et c'est ce que surveillent le plus les investisseurs en ce moment. Est-ce que le conflit va déborder dans toute la région ou pas? Euh, je regarde mes notes quand même pour pas oublier des choses. Donc, il y a énormément de craintes d'escalade du conflit parce que c'est une zone qui est stratégique au niveau macroéconomique. Le Moyen-Orient, c'est un centre de production clé du pétrole. Et étant donné qu'il y a déjà de gros problèmes avec la Russie, avoir un autre conflit majeur sur une zone de ressources clés, ça pourrait être très, très négatif. C'est pour ça que c'est surveillé de près par les marchés. Sans compter sur le fait qu'il y a beaucoup de pays différents qui pourraient s'impliquer. Là, il y a le Liban qui s'est impliqué, il y a le Yémen qui a clairement publiquement déclaré la guerre. Euh, et le souci, c'est que pas mal des différents pays impliqués possèdent l'arme nucléaire. Donc Israël la possède. L'autre gros problème, c'est qu'en face, il y a l'Iran qui risque de s'impliquer, qui finance le terrorisme depuis des années. Et l'Iran, sponsor numéro un du terrorisme, possède aussi la bombe nucléaire. Donc c'est compliqué. On est clairement en situation de risk-off. Et quand vous comprenez ça, en fait, vous avez un avantage majeur parce qu'ensuite, il y a des très beaux setups. Enfin, il y a eu des très beaux setups d'achat sur les CHF suite à cette augmentation du risk-off. Il y a des achats du gold, par exemple, en tant que valeur refuge qui a été très simple à prendre. Je vous parle pas d'attraper tous les mouvements de hausse du gold, d'attraper tous les mouvements de hausse du CHF, tous les mouvements de chute du NZD, de la UD, etc. Il y a eu des potentiels tellement énormes que vous avez besoin juste d'attraper un seul mouvement, quelques mouvements là-dedans, une toute petite partie, et ça en comprenant le sentiment du marché, c'est beaucoup plus simple à appréhender. Donc pour revenir à mon exemple sur la UD, malgré les news qui étaient très positives récemment, il n'y a pas eu de gros impacts sur les marchés. Parce que le sentiment du marché et l'appétit au risque des investisseurs prend toujours le dessus sur tout le reste. Vous pouvez avoir des news positives dans un environnement risk-off. Si les news positives sont sur une devise risk-on, c'est l'environnement risk-off qui va prendre le dessus. L'environnement prend le dessus, l'environnement macro prend le dessus sur le micro, toujours. Donc, comme le sentiment du marché et l'appétit au risque des investisseurs prend le dessus sur tout le reste, bah forcément, si on a les marchés qui sont en plein risk-off,
c'est très peu probable, même avec des bonnes datas comme ça a été le cas, que les investisseurs prennent le risque de placer leur argent dans des devises à risque comme l'AUD. Et donc forcément, à ce moment-là, les news sont... Enfin, l'analyse des news est totalement biaisée, elle est différente de d'habitude. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les news négatives sur des devises à risque seront amplifiées par le risk-off, parce que forcément, la demande d'AUD, elle va encore plus chuter. Donc, si les news sont mauvaises, c'est encore plus négatif pour l'AUD. Et donc, là, il y a des opportunités, le potentiel baissier est là, surtout contre des valeurs refuge ou des valeurs risk-off. Par contre, derrière, le souci, c'est que le potentiel haussier, il est quasiment inexistant, ou alors à très court terme. Ça va être des lueurs d'espoir, des bonnes news qui vont causer des petites respirations qui sont logiques, qui sont normales. Euh, Ces respirations-là, elles vont être passagères. Elles seront jamais dans la durée parce que le sentiment du marché reprend toujours le dessus. Pour qu'une devise prenne en valeur de manière constante, il faut qu'il y ait une demande forte de manière constante. Il suffit pas juste d'un pic. Le pic, ce sera un pic de volume, de volatilité. Ce pic-là vous suffira pas pour maintenir une pression haussière sur une devise. Donc forcément, sur une devise risk on, le potentiel haussier, dans un environnement risk-off, il est quasiment inexistant. Sauf si vraiment il y a des grosses lueurs d'espoir et d'optimisme pour que le conflit qui a causé le risk-off, par exemple, s'apaise. Ou voilà, par exemple, là, au mieux, avec de bonnes data, l'AUD, il est resté un peu neutre, il a corrigé un petit peu, mais dans tous les cas, il reste très peu demandé à cause du risk-off. Et ce qui fait monter les prix, c'est une hausse de la demande, c'est mécanique, encore une fois, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais un actif qui voit son prix monter, c'est parce que les investisseurs anticipent le fait que cet actif va être demandé. Est-ce que le fait que l'AUD ait des bonnes datas, mais dans un environnement si négatif quand même pour l'AUD, ça suffit à faire monter la demande d'AUD de manière assez durable pour que le prix augmente? Non. Ça peut à court terme, mais à moyen terme, le mouvement ne durera pas longtemps. C'est juste une correction, c'est pas un renversement. Donc quand je regarde une devise comme l'AUD, pour rester dans cet exemple, je sais que c'est une devise risk-on dans un environnement qui est risk-off actuellement. Donc là, tout de suite, je vais attendre uniquement des news négatives pour pousser la demande à continuer de chuter, pour continuer dans le sens de la structure et du fondamental, pour avoir encore du coup plus de belles probas de réussite derrière. Je vais même encore faire mieux que ça. D'ailleurs, je vais trader la UD, donc une devise risk-on, contre une devise risk-off qui est demandée contre le CHF par exemple. Et c'est ce qui m'a permis là pendant plusieurs semaines, depuis début octobre, de prendre des trades en vente sur AUD CHF par exemple, sur GBP CHF, sur NZD CHF, grâce juste à cette compréhension pardon, du fondamental. C'est cette compréhension du fondamental qui ensuite me permet de mieux faire mon analyse fondamentale le matin. Tous les matins, je fais une analyse fondamentale, je l'envoie au membre de la formation, dans le groupe privé. Je trie les datas, mais je vais toujours parler des éventuels scénarios. Je vais expliquer que si telle news sort positive, ça aura tel impact sur le biais de telle devise. Si telle news sort négative, ça aura tel impact sur le biais de telle devise. Mais parfois, je vais aussi expliquer que, ok, attention, même si les news sont positives, ça risque de ne pas avoir énormément d'impact. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait trop simple. Il suffirait d'aller sur Forex Factory. Quand la news sort verte, on achète. Quand la news sort rouge, on vend. C'est pas aussi simple que ça. Il faut comprendre le lien entre news et contexte. Et c'est comprendre cette notion de risk-on et de risk-off qui va être importante pour vous. Par contre, c'est pas parce qu'on est en risk-off que forcément j'en oublie les datas positives. Attention, les datas positives, elles vont me permettre d'avoir un biais haussier sur l'AUD au moment où le risk-off va s'atténuer. Je garde en tête que les datas actuelles sont très bonnes pour l'AUD. Donc si le risk-off s'atténue, par exemple avec des accords diplomatiques pour les conflits militaires, ce qui est très peu probable au moment où on se parle, parce que forcément c'est en train d'escalader de tous les côtés, on ne se dirige pas du tout vers ça, mais je parle de manière générale pour les prochaines fois aussi. Bah là, dans ce genre de conditions, s'il y a une atténuation des tensions, l'AUD aura une forte proba de reprendre la force, parce que les datas sont bonnes. Et c'est une devise qui pourrait du coup attirer les investisseurs par son potentiel, qui est existant actuellement, mais qui est contenu par le risk-off. Le risk-off étouffe le potentiel de l'AUD. Plus le risk-off va diminuer, plus l'AUD aura une chance de respirer. Et donc ça, je le garde en tête. C'est pour ça que comprendre le fondamental, le sentiment du marché, ça va vous permettre ensuite de sélectionner les paires de devises ou même les actifs qui vont avoir le plus de chances d'être demandés et donc d'avoir plus de proba de bouger,
d'avoir des mouvements de prix. Ça va vous permettre d'avoir plus de probabilité d'être dans la bonne direction. Si vous couplez ça ensuite avec une analyse simple de la structure du price action, comme j'ai montré dans la dernière vidéo sur YouTube, sur GBP-CHF, une vidéo simple, une analyse simple, pardon, de la structure du price action, des zones clés, vous allez avoir un grand taux de réussite ensuite. Autre possibilité, si vous avez par exemple une stratégie qui est quasiment 100% technique, souvent on me demande est-ce que le fondamental va servir? Oui. La réponse est oui, toujours. Comprendre les marchés, comprendre le fondamental, ça va toujours vous servir. Le fondamental, il va vous aider parce qu'il va vous permettre d'éviter des setups qui ont de moins bonnes probas à long terme. Donc ça va vous permettre de réduire les pertes à long terme. Euh, Par exemple, c'est les setups qui sont valides 100% au niveau technique, mais ils sont à 100% contre le fondamental. Et donc, à long terme, ces setups-là ont un faible taux de réussite. Et si vous prenez cette trade-là à long terme, vous allez simplement vous épuiser et ce sera pas rentable pour votre trading de ne pas les prendre. Ça va préserver votre capital mental et votre capital financier. Donc, votre stratégie technique, par exemple, 100% technique, bah, elle aurait pu vous donner un setup haussier sur UDCHF en plein risk-off. Et cet setup-là, il aurait été perdant. Et grâce à votre compréhension du fondamental, vous ne le prenez pas et vous économisez une perte. Donc c'est intéressant aussi de voir le fondamental comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une approche sur le fondamental qui est totale. Vous n'êtes pas obligé de trader le fondamental de manière complète, totale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fondamental va toujours vous aider. Il va toujours vous aider à, à appréhender les marchés et à mieux les comprendre, à mieux comprendre l'actif qui est intéressant à trader en ce moment. Quand je vais trader, regarder les graphiques, en fait, c'est le dernier truc que je fais. Dans un premier temps, je vais toujours, toujours, toujours faire mon analyse fondamentale, analyser le biais de toutes les devises et essayer de trader une devise forte contre une devise faible. Toujours. Je vais éviter de trader une devise neutre contre une devise neutre, une devise faible contre une devise faible, une devise forte contre une devise forte, parce que ça va se neutraliser tout le temps. Et donc, j'ai moins de probas. Par contre, quand j'ai un setup technique qui est solide sur une devise, sur une paire de devises qui a une devise forte contre une devise faible, là, ça m'intéresse beaucoup plus. Parce que là, j'ai beaucoup plus de probabilité que le prix bouge de manière plus limpide. Donc ça, c'était pour le risk on, risk off. Je voulais revenir sur un autre concept fondamental, un dernier point que je vais aborder, c'est le concept du priced in. Après, je vais répondre à quelques questions. S'il y a une information qui est priced in, ça signifie qu'elle est plus susceptible d'avoir un impact sur le prix d'un actif, d'une devise, etc. Le concept du priced in, c'est très important parce que c'est un concept en fait qui est sous-estimé. Euh, les marchés, au bout d'un moment, vont arrêter de répercuter les informations parce que c'est des informations qui sont déjà prises en compte dans les prix. C'est ce qu'on appelle le price in. Ça veut dire que les mouvements sont déjà répercutés. Par exemple, là, actuellement, on répercute plus du tout les mouvements de la guerre Ukraine-Russie. Est-ce que c'est terminé? Pas du tout. Est-ce que la guerre s'est arrêtée? Pas du tout. Il y a toujours des fronts en Ukraine. Il y a toujours des tensions actives entre l'Ukraine et la Russie. La guerre continue, on continue de la financer. La Russie continue sa tentative d'invasion. Ça ne s'est pas arrêté. Est-ce qu'il y a encore des news qui viennent déstabiliser les marchés? Non, parce que l'impact est passé. Pour Israël-Palestine, ce sera la même chose. Euh, Là, on va voir si ça dégénère en conflit régional ou pas. Une fois qu'on aura la réponse, ça sera répercuté dans les prix. Et ensuite, on passera à autre chose. Les marchés passent toujours à autre chose. Il y a eu des grosses craintes, notamment de faillite bancaire à un moment. Est-ce que les conditions sont mauvaises, sont meilleures maintenant? Non, elles sont même plus mauvaises. Est-ce qu'il y a toujours des craintes de faillite bancaire? Toujours. Est-ce que pour autant, maintenant, tout de suite, on en parle? Non. Parce que c'est pas le thème actuel du marché. Les thèmes vont se succéder encore et encore et encore et encore. Et il y a toujours un thème majeur qui va prendre le dessus sur les thèmes mineurs. Là, le thème majeur récemment, c'était l'inflation. Il s'est fait balayer par la hausse du conflit géopolitique, la hausse des tensions du conflit. Le conflit va se faire petit à petit balayer par autre chose. Parce que, au bout d'un moment, les informations sont déjà répercutées dans les prix. Comment est-ce qu'on sait que c'est priced in, que c'est déjà répercuté? Quand la situation elle évolue plus, quand les prix ont déjà effectué des gros mouvements en lien avec cette situation, et quand on arrive sur des zones majeures, des zones de support, de résistance majeure, je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, euh, quand on arrive sur des zones clés qui commencent à contenir les prix, et qu'on voit qu'on stagne, qu'il n'y a pas de nouvel élément fondamental, ça veut dire que le prix n'a plus assez de force pour casser ces zones-là, que les investisseurs pensent que le prix actuel, c'est probablement le juste reflet de la situation actuelle. Il va y avoir parfois aussi des prises de profit. On va arriver sur des gros niveaux clés. Les investisseurs vont sécuriser leurs profits. La sécurisation des profits, ça va entraîner des clôtures des positions. Les clôtures de positions, ça va entraîner des chutes des prix.
Et c'est là que les marchés vont respirer. Si, après qu'il y ait eu des clôtures de position, les investisseurs n'ont pas de nouvelles raisons de penser que les prix vont continuer de monter, ils ne rentreront pas de nouveau en position. Et c'est là que il y a ce flou, il y a ce concept de pricing qui entre en considération quand il y a eu les sécurisations des profits, les prises de profit, et que derrière, il n'y a plus assez d'éléments pour que les investisseurs re-rentrent en position. C'est là qu'on va connaître un peu de stagnation sous des zones clés et que ça va se rééquilibrer et que petit à petit, on va passer à autre chose au niveau du fondamental. Donc c'est un concept qui est super important à comprendre, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Si vous avez des questions, je vais y répondre. J'ai fini la présentation Risk on, Risk off. C'était une petite présentation, mais j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur le fondamental, euh, le fondamental ou même toute autre chose, si jamais qui est en rapport avec le trading, j'y réponds avec plaisir. On m'a demandé si le replay sera disponible sur YouTube. Oui, mais juste pas tout de suite. Euh, Résumé de la Banque centrale, tu regardes sur quel site, sur celui de la Fed, BCE, etc., ou un site en particulier. En règle générale, je te conseille d'aller regarder sur Forex Factory. Tu vas dans la rubrique News, et dès que tu as un rapport, par exemple aujourd'hui, il y a eu la politique monétaire japonaise. On va parler un peu de ça, tiens. La politique monétaire japonaise est sortie de manière surprenante et pas surprenante, de nouveau très dovish. Les marchés commençaient à anticiper le fait que la Banque centrale japonaise passe le cap d'un resserrement, alors comme j'ai expliqué, ils ont une politique monétaire qui est très souple, des taux d'intérêt qui sont très faibles. Le yen en souffre beaucoup. Il y a des rumeurs que la Banque centrale va à nouveau intervenir pour regonfler le prix du yen. Moi, je commence à avoir l'impression que ça les arrange d'avoir un prix du yen faible parce que ça stimule l'inflation. Eux, c'est ce qu'ils veulent, puisqu'ils ont un souci avec la déflation. Ils ont trop de déflation, ils n'ont pas assez d'inflation. Ce qu'ils veulent, eux, c'est créer de l'inflation. C'est un problème qui est propre au Japon. C'est différent. J'en parle dans la formation. Et du coup, la Banque centrale japonaise était attendue au tournant cette nuit pour remonter les taux, potentiellement, enfin pas pour remonter les taux cette nuit, pour parler en tout cas de remonter les taux ou pour parler de resserrer un peu plus la politique monétaire. Finalement, rien du tout. Donc les marchés avaient anticipé, c'est pour ça que vous voyez que les marchés avaient retracé, EuroJPY avait chuté, USDJPY avait chuté, parce que les marchés avaient anticipé un yen fort, un changement de politique monétaire. Et finalement, ça n'a pas été le cas du tout. La Banque centrale japonaise n'a pas du tout joué la carte de la politique monétaire, du resserrement monétaire. Et au final, il s'est rien passé du tout. Il n'y a pas eu de nouvelles news, qui fait qu'aujourd'hui, le yen a souffert. Il y a eu une correction. C'est exactement ce que je vous expliquais avant, du sentiment des investisseurs. Les investisseurs ont été très optimistes dans le sens d'un resserrement de la politique monétaire. Ils ont été déçus. La déception fait qu'on corrige l'optimisme et même pire encore, qu'on devient pessimiste. Donc le fait d'avoir vu les investisseurs prendre des positions acheteuses du yen, ils les ont clôturées ensuite par déception et ils ont repris des positions vendeuses sur le yen parce que la Banque centrale s'entête dans sa politique monétaire qui est dovish. Où est-ce que j'ai vu tout ça? Vous allez sur Forex Factory, rubrique news, vous remontez, vous allez voir ce matin et vous allez avoir des petits news avec des petits casiers rouges. Euh, vous allez avoir des résumés très complets, donc vous allez avoir l'article complet à chaque fois et des résumés des phrases les plus importantes à retenir des nouvelles déclarations de la politique monétaire, etc. Et c'est là-dessus que je vais globalement, règle générale, je m'embête pas à regarder les discours en direct pour la simple et bonne raison que je vais pas trader en direct les décisions des banques centrales. C'est quelque chose qui rentre pas dans mon plan de trading, c'est pas quelque chose que j'affectionne, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Et donc, ça sert à rien que je les regarde en direct, puisqu'à part me tenter à prendre un trade, ça va me mener nulle part. Donc, mon plan, c'est de rester en dehors. Et ensuite, une fois que le discours est passé, vous pouvez voir que ça sort quasiment en direct. En direct, vous avez le rapport qui sort, et ensuite, il y a des commentaires directs dessus avec tous les résumés, etc., de ce qui était important à retenir. C'est en anglais. Mais voilà, aujourd'hui, on peut faire l'effort de traduire, ça c'est simple. Il y a des outils de traduction de tous les côtés, l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est assez simple de, de jouer avec tout ça. À partir de quel moment, quelle news tu vois qu'on repasse en risk-on? Comme j'expliquais, pour repasser en risk-on, là, il faudrait que les raisons qui nous passent en risk-off s'atténuent. Donc là, tout de suite, faut comprendre pourquoi est-ce qu'on est en risk-on, en risk-off, pardon. On est en risk-off parce qu'il y a un conflit géopolitique. Est-ce qu'il est prêt de s'arrêter? Pour l'instant, pas. Est-ce que il est prêt de stagner? Pour l'instant, pas. Ça continue à s'étendre. Il y a même le Yémen qui est rentré dedans. Voilà, comme je l'ai expliqué, pour l'instant, on ne sait pas si l'Iran va rentrer ou pas.
c'est un peu compliqué. Pour qu'il y ait de nouveau un sentiment risk-on, il faudrait déjà que les perspectives économiques soient meilleures. C'est pas le cas. Les data économiques sont de pire en pire, notamment en Europe, en Angleterre. La Chine ne va pas bien non plus, parce que forcément, si l'Europe ne va pas bien, la Chine ne va pas bien, c'est corrélé, puisque c'est un client majeur. Donc, les perspectives économiques sont pas exceptionnelles, mais surtout, les tensions au Moyen-Orient, ça n'accentue pas le tout. Donc, il faudrait, dans un premier temps, que les tensions s'atténuent. Et une fois que les tensions vont s'atténuer, on va passer de plus en plus vers un sentiment plus neutre. Et ensuite, quand on aura des bonnes datas, une fois que ce sera atténué et qu'on aura des meilleures datas, on va repasser en risk-on. C'est toujours comme ça. Il faut attendre l'atténuation du point déclencheur du risk-off et des bonnes datas derrière pour repasser en risk-on. Tu le vois par une hausse sur un graphique, l'anticipation positive par les investisseurs. L'anticipation positive des investisseurs, je le vois pas sur les graphiques. Si je le vois sur les graphiques, c'est déjà que j'ai un train de retard parce que le mouvement est déjà passé. L'anticipation positive par les investisseurs, je l'analyse en amont. Je sais que les investisseurs vont surveiller les news, je sais quelles news vont être surveillées, je sais que les investisseurs vont surveiller les news sur l'inflation, les news sur l'économie, les news sur le marché de l'emploi. Et donc, je vais faire une synthèse de tout ça et ma synthèse va me donner mon bilan d'analyse fondamentale et mon biais fondamental. Parce que si les news sont bonnes, les investisseurs vont s'attendre à ce que la situation continue dans ce sens-là. Encore une fois, ça va avec le thème du marché qu'il faut comprendre. Quand le thème du marché, c'était l'inflation encore récemment et uniquement l'inflation, maintenant on est un peu plus centré sur la guerre, mais l'inflation va revenir. Euh, Quand le thème du marché était uniquement l'inflation, il fallait comprendre que les investisseurs surveillaient la santé de l'économie parce que si l'économie chavirait, c'était pas bon. Parce que si l'économie chavire trop tôt, alors que l'inflation n'a pas encore commencé à chuter assez, bah, ça va fragiliser la politique monétaire de la Banque centrale. Il ne va pas pouvoir garder les taux assez élevés assez longtemps. Et donc là, ça va être compliqué. Donc il faut que les news économiques soient bonnes. Il faut aussi que le marché de l'emploi aille bien. Il faut aussi que les salaires restent assez conséquents. Et ce qui fait que les investisseurs vont se dire, OK, il y a encore du potentiel pour que la Banque centrale resserre, il y a encore du potentiel pour que les taux restent élevés longtemps, il y a encore du potentiel pour que l'économie ne chavire pas, et donc, on va placer notre argent là-dedans. Il faut toujours se mettre du point de vue des investisseurs. Si moi, je vais investir dans une devise, qu'est-ce que je vais analyser? Je vais vouloir que la devise soit en forme, que l'économie qui est liée à cette devise soit en forme, qu'au niveau du marché de l'emploi, au niveau de l'économie, au niveau de l'inflation, au niveau de la Banque centrale, que tout ça, ça tienne la route. Si je prends l'exemple du GBP actuellement, c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que j'identifie en amont, avant même qu'il y ait les chutes, avant même qu'il y ait les gros mouvements baissiers. Je vous parlais de la chute du GBP début août. Si vous remontez dans le groupe public, j'en ai parlé début août de la chute du GBP. J'ai martelé le biais tout le mois d'août, tout le mois de septembre, tout le mois d'août, j'ai expliqué que le biais fondamental que j'attendais le plus en septembre, c'était la chute du GBP. Je l'ai expliqué tout le mois d'août, en story, dans le groupe privé, dans le groupe public, de partout. Je l'ai rappelé début septembre, tout octobre. La chute du GBP, je l'ai vu venir de loin parce que il y avait une inflation qui était très élevée. Très, très, très élevée. On était à un moment quand même au-dessus de 10%. Donc on était entre 7 et 10% pendant beaucoup trop longtemps. Les taux étaient super élevés. L'économie avait déjà pris un sacré coup. Les PMI étaient de plus en plus faibles. Et donc tout ça, c'était un cocktail qui n'était pas bon parce que le fait que l'économie ait pris un sacré coup, ça empêche la Banque centrale de continuer de resserrer la politique monétaire. Sauf que pour lutter contre l'inflation, elle a besoin de, lutter, de restreindre encore plus la politique monétaire, de restreindre encore plus l'économie, de resserrer encore plus. Sauf que si elle le fait, elle va impacter encore plus l'économie. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on sacrifie l'économie, le marché de l'emploi? Est-ce qu'on sacrifie les entreprises? Est-ce qu'on sacrifie les emplois des gens? Ou est-ce qu'on sacrifie l'inflation? Est-ce qu'on sacrifie le système tout entier? C'est compliqué. Et c'est ce qui fait que la Banque centrale anglaise, j'avais anticipé qu'elle allait être dans une situation très délicate. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, un mois et demi après? La Banque centrale anglaise était de plus en plus incohérente, de moins en moins confiante. Il y avait de plus en plus de doutes, il y avait de plus en plus de remises en question. Et il y a eu surtout des décisions qui ont été prises vraiment sur le fil. Habituellement, les décisions des banques centrales, donc il y a 9 votes pour la BOE, habituellement, si vous regardez les votes, on va voter donc pour une hausse des taux, un maintien des taux, une baisse des taux. En règle générale, c'est du 7-2, 8 voix à 1, 7 voix à 2, au pire 6 voix à 3. Le dernier vote s'est joué à 5-4, à une seule voix. Les membres de la Banque centrale anglaise, quand ils ont parlé de leur décision derrière, il y avait énormément d'incohérences, énormément de manque de confiance, de manque de soutien vers les points de vue de leurs collègues. La Banque centrale anglaise ne sait plus où elle va, elle sait que ça sent le sang, elle sait que ça ne sent pas bon, elle sait que la situation n'est pas bonne,
Et voir une banque centrale qui est autant déstabilisée, autant perturbée, qui manque autant de cohérence et de cohésion, c'est encore une fois pas bon pour les marchés. Et ça accentue la chute du GBP. Donc tout ça, on le voit venir avant. Les graphiques, comme j'ai dit, c'est de la confirmation, c'est rien. Si vous le voyez, si vous voyez le grand mouvement sur les graphiques, c'est que voilà, c'est passé. J'attends pas qu'il y ait un gros mouvement pour entrer en position. En règle générale, je vais avoir mon biais fondamental, ma structure. Si mon biais fondamental est fort, que ma structure est forte, derrière, je vais simplement attendre une confirmation technique sur une zone clé et j'entre. Mais j'entre avant le mouvement, j'entre pas après. Donc voilà comment est-ce que j'anticipe les anticipations positives ou négatives des investisseurs. Est-ce que lorsqu'elle sort une magnifique news qui est dans le sens du biais fondamental, on peut entrer tout de suite après la première bougie qui est un grand corps avec un RR 1 pour 1.5? Tout ça, ça fait partie de ta stratégie d'entrée. Ce que j'expliquais dans les dernières vidéos, dans les webinaires, c'est que la stratégie d'entrée, c'est simplement le siège que tu vas prendre dans le train. Ton analyse fondamentale, c'est le train. Ce que tu veux, c'est arriver à la bonne gare. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir la bonne analyse de la direction de ton train. Une fois que tu as analysé la direction de ton train pour arriver à la bonne gare, le siège que tu prends, que ce soit à l'arrière, à l'avant du wagon, parce que tu préfères, plus côté couloir, plus côté fenêtre, ça te regarde. Derrière, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de façons d'être rentable et de profiter de ces mouvements-là. Ce qu'il faut pour les exploiter, pour avoir la réponse à ces questions, c'est de faire des stats. Il faut que tu prennes ces news dont tu me parles, ces bougies dont tu me parles, et que tu ailles effectuer un backtest et que tu prennes en même temps des datas en direct, que tu fasses des stats pour essayer de vérifier si ces mouvements sont rentables à long terme ou non, sur une longue série ou pas, si c'est intéressant de les utiliser ou pas. Si tu vois que c'est rentable, tu prends. Si tu vois que c'est pas rentable, tu continues d'observer les mouvements et à chaque fois d'essayer de te demander, en prenant des captures d'écran et en faisant des annotations, comment est-ce que j'aurais pu attraper ce mouvement? Comment est-ce que j'aurais pu me rendre compte qu'il y a un mouvement qui allait avoir arrivé? Comment est-ce que j'aurais pu entrer après la news? À force de répétition, de travail, tu vas trouver ton point d'entrée tout seul. Pour moi, c'est une possibilité d'entrer après la première bougie qui est un grand corps. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la news aille dans le sens du fondamental et que ce soit pas encore pricing. Que, comme j'ai expliqué avant, qu'il y a encore du potentiel. Et ça va être compliqué à prendre en considération. Parfois, tu vas avoir des prix qui auront beaucoup bougé avant la news. Ça vient avec l'expérience aussi. Tu sauras que si le prix a bougé beaucoup avant la news, derrière, tu as moins de potentiel. On est déjà arrivé dans des grosses zones, donc tu as moins de potentiel de mouvement ensuite après la news. La news ne fait que confirmer ce que le prix t'a montré avant, et donc il n'y aura pas de correction. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de continuation. Donc ça, tu vois, tu dois le tester pour trouver le point d'entrée qui te convient à toi. Moi, je suis bien intrigué par les perspectives fondamentales du pétrole avec cette crise Israël-Hamas, avec le contexte de la transition énergétique et tout. Après, au niveau du gold, quand on parle de dédollarisation, les perspectives, l'euro qui ne va peut-être pas bien se relever, après, ça ressemble à plus que du fondamental. Non, c'est toujours du fondamental. Maintenant, la dédollarisation, c'est pour l'instant un rêve. Le dollar est largement dominant. Il suffit de regarder les chiffres. C'est du délire de penser que pour l'instant, le dollar pourrait perdre son hégémonie. Oui, le dollar est un peu moins utilisé parce que les BRICS font l'effort de moins l'utiliser. Par contre, le dollar reste la devise numéro un internationale et reste la valeur refuge numéro un en termes de devise. Pour le prix du pétrole, bah, c'est assez simple. Si le conflit s'escalade à hauteur de la région, de tout le Moyen-Orient. S'il y a d'autres pays qui sont impliqués, ça va faire une augmentation des prix du pétrole qui pourrait se trouver entre 90 et 100 dollars le baril assez facilement. Si tu as, par contre, le conflit qui reste plutôt local, qui reste entre Israël, Palestine, avec des tensions qui ne dégénèrent pas dans toute la région, là, il y a peu de chances que le pétrole explose. Maintenant, rien que le fait que le Yémen rentre dedans, ça va déclencher peut-être une réaction en chaîne. Donc maintenant, faut analyser la chose. Si ça déborde dans le Moyen-Orient, le pétrole sera haussier. L'euro qui va pas bien, est-ce qu'il peut se relever? Oui, il suffirait simplement que la Banque centrale européenne repasse au quiche déjà dans un premier temps, qu'elle commence à reparler de resserrer les taux, qu'elle soit plus confiante, qu'elle parle un peu moins des craintes économiques, et ça irait déjà mieux. Maintenant, les perspectives sont pas excellentes. On le savait depuis longtemps que la récession risquait de piquer, parce que le problème qu'avait la Banque centrale européenne avant d'augmenter les taux, c'était déjà au tout début, la Banque centrale européenne, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle a augmenté les taux quasiment 6 mois après la Fed, même plus, je ne sais plus le chiffre exact, mais des mois et des mois après la Fed. On a eu un train de retard énorme. Le gros souci, c'est que la Banque centrale européenne était à la traîne, n'a pas voulu augmenter les taux tout de suite pour la simple et bonne raison que il y a tellement de pays
dans l'Union européenne, il y a tellement de disparités à gérer que les hausses de taux pourraient favoriser la gestion de l'inflation dans un pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, un pays développé, très développé, et enterrer les plus petits pays. Je pense notamment aux pays des Balkans, les pays qui ont des économies un peu plus fragiles, des pays qui ont des industries plus fébriles, des économies de services moins développées. Et donc forcément, il y a tellement de disparités entre les différentes économies dans la zone euro que la Banque centrale devait faire un choix. Et la Banque centrale européenne marche toujours sur un fil. Il faut qu'elle gère de manière unilatérale, avec une seule décision, à la fois pour des pays qui sont peu développés et des pays qui sont très développés, à la fois pour des pays qui sont en forme économiquement et pour des pays qui sont très peu en forme économiquement. Le fait que vous puissiez augmenter, en fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'Allemagne va beaucoup mieux encaisser des hausses de taux, et encore, on voit qu'elle les encaisse très mal actuellement, mais l'Allemagne a beaucoup plus de potentiel encaissement des hausses de taux qu'un plus petit pays de la zone européenne. Pourquoi? Parce que son économie peut encaisser des hausses de taux. Elle est plus forte. Et donc, c'est ce qui fait que la Banque Centrale Européenne marche sur un fil et que elle est plutôt dovish en général, elle n'est pas hawkish, elle est plutôt assez fébrile parce qu'elle a peur de trop faire. Le souci de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'elle a peur de trop en faire. Elle a peur de trop en faire, ce qui pourrait couler les petits pays. Si les petits pays coulent, ça va couler les gros avec. Mais si elle en fait pas assez, c'est les gros pays qui vont couler. Et dans ce cas-là, les gros pays vont couler toute la zone euro aussi. Donc, vous voyez, c'est un balancier qui est très complexe. L'euro est dans une mauvaise posture. Beaucoup disaient qu'ils voyaient l'euro écraser le dollar pendant très longtemps, etc. Beaucoup voyaient l'euro de nouveau à 1,12. J'ai toujours été très conservateur en disant que pour moi, je voyais l'euro entre 1,05 et 1,07 pendant très longtemps. Pour l'instant, on y reste. Je vois très peu de probabilité que l'euro se développe contre le dollar, par exemple, pour l'instant. Par contre, contre des devises plus faibles comme le GBP, l'euro reste quand même en meilleure posture que le GBP. Comme j'ai expliqué avant, le GBP, c'est vraiment catastrophique. L'euro, c'est quand même un peu meilleur. C'est compliqué, mais c'est mieux que le Royaume-Uni. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question. Comment est-ce que je choisis mes paires? Je l'ai expliqué dans la présentation. Je vais toujours chercher à avoir une devise qui a un biais fondamental fort contre une devise qui a un biais fondamental faible. Ensuite, ça me fait la paire de devises que je vais essayer de trader et je vais essayer de trader dans le sens du biais fondamental. J'espère que ça aura été assez clair. Euh, Dernière question à laquelle je vais répondre, parce qu'elle est intéressante. Pourquoi, par exemple, après une data positive, le marché va réagir à la hausse et quelques minutes après, le marché va prendre une autre direction? Est-ce qu'il vaut mieux éviter de trader autour des datas? Non, pas forcément. C'est ce que j'expliquais aussi dans la présentation. Mais c'est bien si tu poses la question, c'est que d'autres ont probablement la question aussi. Euh, Quand la data va aller dans le sens de ton biais fondamental, il y a plus de probabilités pour que ça continue de pousser. OK. Si ta data va à l'encontre de ton biais fondamental, tu vas souvent avoir une impulsion qui va se faire corriger très, très probablement derrière. Parce que le biais fondamental l'emporte sur le court terme. Comme le concept de risk-on et de risk-off va l'emporter sur les datas avec la UD, mon exemple de la UD avant. Avant, j'ai expliqué que la UD avait des datas très positives, mais que ça suffisait pas parce que le sentiment du marché est en plein risk-off. Là, c'est exactement la même chose. Si ton biais fondamental est faible, exemple sur le GBP, tu as un biais fondamental qui est très faible, tu as une news qui sort positive, au mieux, ça te fait une petite impulsion, mais le biais fondamental, une news ne va pas changer le biais fondamental. Il faudrait que plusieurs news à répétition sur des points clés qui ont causé la chute du GBP montrent des signes d'amélioration. Et là, actuellement, c'était pas le cas pour la UD, par exemple. Donc, est-ce qu'il faut mieux éviter de trader autour des datas? Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce qu'elles vont dans le sens du biais fondamental, premièrement, et est-ce qu'on a encore du potentiel, deuxièmement? Imaginons que avant les news, euh, on va prendre un biais qui n'existe pas. Sur l'euro, tu as un biais fort, structure haussière. Et avant les news qui ont lieu jeudi, tout le début de semaine, tu as des mouvements haussiers. Tu rejoins des énormes zones de résistance, pardon, très grosses, très massives. Est-ce que tu as du potentiel encore pour l'euro? La réponse est non. En fait, tu as plus de potentiel baissier parce que si la data est négative, alors que toute la semaine, on a anticipé des datas qui étaient super bonnes, ça va décevoir les investisseurs. Le prix est monté parce qu'il était très optimiste par rapport aux datas qui arrivaient. Si les datas sortent moins bonnes que prévu, largement moins bonnes que prévu, il y aura de la déception. La déception va corriger l'optimisme et tu auras des grosses corrections violentes en partant de cette zone de résistance. Ce qu'il faut comprendre toujours, c'est quel potentiel il reste. Et ça, par contre, ça va être graphique en général. Vous allez attendre une news qui va dans le sens du biais fondamental. Si c'est le cas, il faut identifier graphiquement où on est, comment le prix a bougé précédemment. Est-ce qu'une news positive est déjà répercutée? Est-ce qu'elle est déjà priced in? C'est ce que j'expliquais à la fin de la présentation. Si oui,
ça va être intéressant de regarder jusqu'à où le prix pourra encore bouger. Et si la zone cible potentielle est trop proche, dans ce cas-là, mieux vaut s'abstenir de prendre un trade, attendre une correction et attendre plus tard que le prix reparte dans le sens du biais fondamental. La news est bonne, mais s'il y a déjà eu un gros mouvement, qu'on a déjà atteint une grosse zone, la zone peut bloquer. Le fondamental peut ne pas suffire à casser la zone. On peut avoir une correction. Et c'est à ce moment-là que tu vas entendre le truc classique, buy the rumor, sell the news. Acheter la rumeur, vendre la news. Ça, c'est, à mes yeux, un des plus gros bullshit qui existe. Beaucoup vont te dire, il faut acheter la rumeur et quand la news sort, faut vendre. C'est faux. Ça va dépendre totalement du contexte. C'est vrai dans certains sens. Si les marchés ont anticipé toute la semaine une news positive en fin de semaine, qu'elle sort juste légèrement positive, mais que finalement, elle n'est pas si positive que ce qui a été anticipé, qu'on a tapé des grosses zones, qu'on a cassé des grosses zones de manière successive, tu as une probabilité de corriger. Par contre, si tu n'as rien eu d'anticipé, que tu as toujours un biais fondamental qui est fort, que tu as des zones de résistance qui sont encore un peu éloignées, que tu as encore du potentiel sur ton graphique, là, ta news positive, elle va faire bombarder le prix jusqu'à la prochaine zone de résistance, tu vois. Donc, c'est pas des... Ce qu'il faut toujours comprendre, c'est relier les conditions de marché, le biais fondamental et la news, et le potentiel que tu as sur les marchés. C'est ce gros travail-là qu'on fait tout le temps dans la formation. Ça se résume pas seulement à juste comprendre l'impact d'une news sur le prix. C'est comprendre l'impact d'une news sur le prix, sur le contexte et sur le potentiel qui reste sur l'actif en question, tu vois. C'est plus complexe que ça. C'est pas facile. Par contre, ça peut être simple. Ça peut être simple parce qu'ensuite, tu développes une approche qui est systématique et il suffit plus, enfin, t'as plus qu'à ensuite répéter ton système encore et encore et encore. Par contre, ça sera pas facile à mettre en place. Il va te falloir de la répétition, même avec mon accompagnement, même avec tous les contenus que tu as dans la formation, avec les analyses fondamentales que j'envoie au quotidien, les gros récaps en début de semaine où j'explique que telle devise est faible, telle devise est forte, le biais fondamental de telle devise est faible pour X raisons, le biais fondamental de telle devise est neutre pour X raisons. Même avec tout ça, il va te falloir de l'expérience pour commencer à comprendre comment est-ce que les marchés répercutent les mouvements dans ces situations-là. Comment est-ce que les nouvelles news qui sont en accord ou en divergence avec le biais fondamental vont impacter les mouvements, etc., etc. Donc tout ça, ça va demander énormément de temps. Même avec les bonnes infos, il va falloir que tu acceptes que ça va venir avec l'expérience, la répétition, mais ça vient au fur et à mesure du temps. Le travail finit toujours par payer au niveau du fondamental. Et après, la confiance que tu vas en retirer et pas la satisfaction, mais la confiance et surtout la, la sérénité que tu vas en retirer et la rentabilité que tu vas en retirer en vaut largement le coup. Ça va prendre quelques mois, mais quand tu es appliqué, que tu as les bonnes infos, très sincèrement, ensuite, ça change ton trading. C'est pas pour faire, euh, c'est pas pour faire le pro publicitaire, pas du tout. C'est sincèrement que, après que tu l'apprennes chez moi, que tu l'apprennes ailleurs, que tu l'apprennes à travers mes vidéos et tout ce que je partage sur Instagram et sur les réseaux, peu importe. Je dis pas ça pour que les gens rejoignent la formation. Simplement, étudier plus le fondamental. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que les prix bougent. Vous pouvez pas trader quelque chose que vous ne comprenez pas. Si vous voulez mieux trader quelque chose, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le prix bouge, pourquoi est-ce que le prix s'est déplacé, pourquoi est-ce que j'aurais pu entrer à tel endroit, pourquoi est-ce que le prix a buté sur telle zone. Analyser le price action, analyser les fondamentaux, analyser le biais fondamental, analyser le contexte du marché. Quand vous faites des liens entre tout ça, le trading devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. J'espère que ça vous aura plu. C'était la dernière question à laquelle je répondais. La rediff sera sur YouTube très bientôt. Je vais essayer de l'envoyer au plus tôt. Euh, la rediff sera sur YouTube comme la dernière fois. Je vais cette fois-ci la partager en une seule partie. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de la regarder en 10 fois. Donc, je vais pas partager en une seule partie. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions par rapport à la présentation et que vous ne voulez pas attendre la rediff sur YouTube, envoyez-moi un message sur Instagram, mais pas de souci, j'y répondrai. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore une fois le sponsor de ce webinaire qui est Admiral Market, mon broker. C'est grâce à eux qu'on peut faire autant de projets gratuits, de webinaires gratuits. C'est eux qui financent en fait finalement votre inscription à ce webinaire-là. Et je les remercie parce qu'en plus d'être un excellent broker, derrière, c'est un excellent partenaire et c'est pas facile, en règle générale, de trouver à la fois un partenaire qui va vous pousser dans les projets et vous financer et en même temps vous proposer de bonnes conditions de trading. Très souvent,
quand il y a un broker qui vous contacte, c'est un broker qui est peu scrupuleux. Les brokers qui vont vous payer très cher, par exemple, pour faire de l'affiliation, il y en a des dizaines. Par contre, derrière, les conditions de trading, elles sont très mauvaises et ça va clairement dans le sens de l'arnaque des clients. Admiral Market, bah voilà, c'est tout le contraire. Et puis, c'est une entreprise qui a pu ses preuves à faire. Ils sont là depuis 2001. Les conditions de trading sont excellentes. Les spreads sont faibles, surtout sur les paires majeures. Il y a énormément d'outils. Vous avez un conseiller personnel. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez lui poser la question. C'est vraiment un service client de qualité et des très bonnes conditions de trading, avec énormément encore de projets à suivre. Je suis très content qu'ils nous accompagnent. Si soutien il y a de la part de la communauté et si des bons retours il y a de la part de la communauté, il y aura encore plus de projets derrière. Donc voilà, je suis très content que ça puisse se faire comme Allô? ça et je suis très content de pouvoir continuer vous en proposer. Le mois prochain, il y aura de nouveau un webinaire gratuit. Peut-être que j'en ferai plusieurs. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais en tout cas, je suis content de pouvoir vous les proposer. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui restent sur YouTube. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain webinaire.